Aujourd'hui, on constate que finalement, les enjeux du BIM, les avantages qu'on peut en attendre, les attendus, quels que soient les acteurs, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, les entreprises également, les éditeurs sont concernés, les étudiants qui sont aussi concernés par ce sujet, les futurs ingénieurs. Le niveau de compréhension et des enjeux liés au BIM sont plutôt, depuis quelques années maintenant que ce sujet est développé, sont plutôt intégrés. Les gens ont pris conscience, il y a une prise de conscience que oui, le BIM, voilà, on ne peut pas ne pas en parler, on ne peut pas ne pas le considérer dans son activité. En revanche, ce qu'on constate aussi encore beaucoup, c'est qu'entre le niveau de compréhension et le niveau d'adoption du BIM, il y a encore un grand écart. Il y a un grand écart, c'est-à-dire je peux avoir pris conscience, moi, bureau d'études, ingénieur, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, etc., que le BIM, c'est important, mais de là à l'avoir intégré, développé de manière assez développée ou plus ou moins développée dans mon activité, il y a encore un grand écart aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la table ronde, à chaque étape, il y a une table ronde vraiment qui permet de prendre de la hauteur, de faire un focus particulier, visera déjà à faire un état des lieux aujourd'hui avec un premier plateau représentatif de niveau de maturité, d'appropriation, d'usage lié au BIM. Donc, des acteurs vont témoigner de voilà, qu'est-ce que j'en fais moi du BIM, quels sont mes usages, avec les autres acteurs, comment ça se passe, quels sont aussi les freins que je rencontre, peut-être qui m'empêchent d'aller un peu plus loin, notamment en termes d'exploitation maintenance. C'est un sujet qui reste encore en cours assez émergent encore aujourd'hui. On en profitera aussi sur la base de cet état des lieux sur un deuxième plateau pour faire témoigner d'autres acteurs qui nous diront, voilà, l'écosystème de données que le BIM permet, c'est que le début. C'est peut-être un arbre qui cache une forêt aujourd'hui. Il y a peut-être plein d'usages, plein d'applications dont on a conscience, dont certaines commencent à expérimenter ou qui sont encore à imaginer, qui permettent d'imaginer un futur, un devenir pour le BIM, d'ailleurs au-delà même du BIM à l'échelle du bâtiment. Voilà, donc pour commencer, faire ce premier état des lieux, je vous demande d'accueillir Hervé Baribeau, qui est BIM Manager à la direction du patrimoine immobilier de la région des Pays de Loire. Merci de me rejoindre et merci de l'accueillir. Installez-vous. Emeline Gauthier-Brett, qui est ingénieure d'études et coordinatrice BIM chez Aya. Merci. Pierre Roux, qui est chargé d'affaires chez Fluiditech, bureau d'études. Merci. Et enfin, Laurent Bonpas, qui est conseiller formation. On va parler formation aujourd'hui à l'OPCO Atlas Grand Ouest. Oui, j'ai squatté un tabouret haut depuis tout à l'heure, excusez-moi. Voilà, je vous le rétribue. Je vais rester debout. Oui. D'accord, très bien. Donc, première séquence, un état des lieux. Aujourd'hui, quels sont les usages actuels et applications futures du BIM? On va surtout parler des usages actuels, mais le travail que vous allez faire, les échanges, les témoignages que vous allez partager vont nous permettre de savoir où on en est aujourd'hui, tout simplement. Pour commencer, je vais m'adresser à vous, Hervé Baribeau. Alors, présentez-vous, dites-nous quel est votre rôle au sein de la direction patrimoine immobilier des Pays de la Loire. Allez-y, je vous en prie, prenez le micro. Alors, il n'a pas été désinfecté peut-être, donc on a des lingettes. Voilà, je vais vous les préparer à chaque fois. Voilà, c'est petit processus. Ayez ce réflexe, hein, on essaie d'être exemplaire, évidemment. Il y a du gel hydroalcoolique également. Merci. Alors aujourd'hui, Hervé Baribeau, au sein de la direction patrimoine, dites-nous quel est votre rôle et on va commencer tout de suite à parler, voilà, vous en êtes où du BIM, vous en tant que maître d'ouvrage? C'est important et merci d'être là en tant que maître d'ouvrage. Bien près du menton surtout. Bien près du menton, cool, ouais. Oui, donc moi je suis Hervé Baribeau, donc je travaille à la région Pays de la Loire, à la direction du patrimoine immobilier. Et donc, on gère principalement, un patrimoine de lycées. On a 115 lycées publics sur la région Pays de la Loire. Et on les gère de manière... on a une base de données patrimoniale, on appelle ça un système d'information patrimoniale, depuis une vingtaine d'années. Et donc, jusqu'à présent, cette base de données était gérée en 2D, en 2 dimensions. C'est des relevés qui avaient été faits il y a une vingtaine d'années sous format AutoCAD DWG. Et puis, il y a eu une commande il y a 4-5 ans là, des élus pour passer cette base de données en 3D BIM pour mettre en avant le BIM dans la région, enfin montrer que la région Pays de la Loire était un peu précurseur dans ce domaine.
Au-delà des enjeux d'image, du coup, l'idée, c'est vous, en tant que maître d'ouvrage, quels avantages et quels sont finalement les attendus que vous avez vis-à-vis du BIM pour Alors, votre patrimoine? pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours parce qu'on est Ouais, vraiment dans la phase encore, on va dire, en amont expérimental. Mhm. Alors en 2018, on a commencé par faire modéliser un lycée test, le lycée Michelet de Nantes, pour ceux qui le connaissent, pour un peu voir qu'est-ce que ça nous apportait de passer un lycée en BIM. Donc le gros avantage qu'on en a trouvé, c'est que jusqu'à présent, on avait, nous, une base 2D qui ne gérait que les plans de niveau, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, les coupes et les façades n'avaient pas été faites pour des raisons de coûts financiers. Donc là, on a vu un gros avantage à passer en maquette 3D parce que ça nous permet d'avoir les coupes et les façades avec la maquette et de pouvoir après les fournir aux bureaux d'études et aux architectes. Parce qu'on fonctionne, on n'a pas une base de données qui est simplement faite pour faire de la visualisation à l'interne de la région, mais dans les services régionaux, mais aussi pour pouvoir à chaque fois, en amont de chaque opération de travaux, les plans sont fournis de la base, sont extraits de la base en format DWG et fournis au bureau d'études, aux architectes qui travaillent sur ces fonds de plans et qui sont censés nous redonner à la fin de la mission un DOE, DWG aussi, qui après est réintégré dans la base de données. Et le fait de leur donner les plans d'origine, les plans sources, ça nous facilite beaucoup la tâche après pour remettre la base à jour. D'accord. Alors là, c'est là le gros problème, je dirais, sur le BIM. Alors on n'a pas de retour parce qu'on n'a que le lycée Michelet pour l'instant qui a été fait sur ce mode-là. Et il n'y a pas eu, depuis la modélisation de Michelet, il n'y a pas eu d'opération structurante sur ce lycée qui fait qu'on n'a pas encore récupéré de maquettes à réintégrer dans la base de données. Mais on pense que ce ne serait pas très, très facile à faire. Étant donné qu'on est sur un système, nous, notre suite logicielle, c'est Allplan Alpha de Nemetschek, là, et Allplan n'étant pas un logiciel a priori très répandu chez les architectes, on est obligé de passer par de l'IFC, mais ce qu'on en voit pour l'instant, c'est que l'IFC est quand même assez perfectible. On a beaucoup de pertes de données à l'import sur Allplan. Visuellement, la maquette ressemble à quelque chose, mais en fait, quand on clique sur un élément, on s'aperçoit qu'une porte n'est plus une porte, un mur n'est plus un mur, mais un objet 3D non identifié, donc non paramétrable. Donc voilà, on en est là un peu, on se dit, bon, c'est déjà compliqué d'avoir des DOE en 2D qui sont bien structurés, et pour les remettre à la charte graphique, comme ça nous prend un certain temps. Là, on se dit qu'avec le BIM, ça va encore compliquer les choses. Voilà. Mais On reviendra un peu sur les freins tout à l'heure dans un second temps, mais ouais. voilà, vous nous avez déjà dressé voilà, vous avez posé le cadre en ce qui vous concerne, donc des avantages identifiés, mais aussi des freins, des limites. On aura peut-être des réponses aujourd'hui au travers des autres témoignages de ce plateau et du suivant. Maintenant, je vais passer la parole à Émeline Gauthier-Brett. Il y a d'autres micros, hein, allez-y, répartissez-vous tant que faire se peut ces micros. Voilà. Messieurs, ne les gardez pas jalousement, hein, c'est pas très élégant. Donc, Émeline Gauthier-Brett, vous êtes ingénieure d'études et coordinatrice BIM chez AIA. Donc, c'est deux compétences distinctes ou c'est le même poste finalement? Alors, c'est Bien près du menton, collez bien au menton. c'est deux compétences assez distinctes finalement sur le papier. Oui. Et au final, on se rend compte que le BIM, ça nous sert beaucoup dans le métier d'ingénieur études. D'accord. Ouais. Expliquez-nous en quelques mots en quoi consiste le métier de coordinatrice et puis d'ingénieur d'études finalement. Où sont les complémentarités? Alors, dans le métier d'ingénieur études, donc nous, on intervient principalement en phase conception sur les projets. Et on va réfléchir à tout ce qui est organisation de chantier. C'est un peu un bureau des méthodes en amont du chantier. On intervient dès la phase concours jusqu'au lancement du chantier. Et on va réfléchir à tout ce qui est délai, planning, phasage, parce qu'on fait beaucoup de sites occupés. Et puis tout ce qui est plan d'installation de chantier pour bien prévoir les moyens pour faire le chantier après. Et sur la partie coordonnatrice BIM, c'est plus la réalisation des maquettes, comment déployer le BIM au niveau de nos métiers au sein de l'agence AIA Management. D'accord. Donc, comme ça a l'air assez distinct.
Et finalement, vu qu'on développe le BIM pour nos métiers, on commence par la conception parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus développé. Donc finalement, on va s'approprier les maquettes et on va essayer de développer les outils pour nous, pour l'utilité qu'on en a en phase conception. Et puis derrière, on va essayer de pousser le BIM sur le chantier, d'accompagner nos collaborateurs qui, eux, vont suivre le chantier pour essayer qu'ils puissent utiliser le BIM et que ça devienne quelque chose d'utile sur le chantier aussi. D'accord, donc le BIM qu'on présente, qu'on voit souvent comme simplement un outil, finalement, une maquette 3D, on résume souvent dans la littérature ou quand on en parle, le BIM à la maquette 3D, c'est aussi un processus collaboratif. Ça veut dire que chez vous, déjà en interne, entre vous, entre les différents services, c'est déjà un outil de collaboration quelque part. Ah oui, tout à fait. D'accord, ok. Et est-ce que, je pose déjà la question, mais est-ce qu'en tant qu'intervenant plutôt en amont, vous le disiez vous-même, on est là pour faire un état des lieux, c'est plus développé aujourd'hui le BIM en conception, un peu plus en réalisation. C'est au niveau de l'exploitation maintenant, finalement, qu'on se rend compte que c'est difficile d'aller au-delà et que souvent, vous me disiez, quand on échangeait, il arrive que la maquette qui a été réalisée pour la conception, voire pour la conception-réalisation, une fois qu'elle est faite, on ne s'en sert plus. Est-ce que vous, on vous sollicite dès le démarrage, dans les marchés, dans les consultations, pour envisager, intégrer ces aspects d'exploitation maintenance sur les opérations sur lesquelles vous intervenez? Est-ce que ça, c'est une demande que vous observez aujourd'hui chez les maîtres d'ouvrage, par exemple? Alors, c'est une demande chez les maîtres d'ouvrage, en effet, de pouvoir utiliser la maquette après en exploitation maintenance. Mais c'est une demande, mais on n'a pas toujours la réponse de qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin d'intégrer dans les maquettes. D'accord, ça veut dire quoi? Les objectifs ne sont pas forcément définis. On vous demande de la 4D, c'est ça, mais on vous explique pourquoi? Au niveau de l'exploitation, donc ça va être discuté au niveau des BIM managers, au niveau du groupe et au niveau du BIM manager quand il y a un projet. Donc je parlais plus des propriétés à intégrer, des paramètres. Et après, nous demande aussi souvent de la 4D dans les cahiers des charges. Et la 4D, on peut faire plein de choses au niveau de la 4D. Tout dépend de ce qu'on veut montrer, tout dépend le niveau qu'on veut. Et du coup, on demande souvent aux maîtres d'ouvrage pourquoi vous voulez de la 4D, quelle en est votre utilité? Est-ce que vous voulez quelque chose de technique? Est-ce que vous avez une utilité sur une zone spécifique? Est-ce que vous préférez quelque chose de très visuel et plutôt pour faire de la communication, échanger avec vos équipes ou avec les utilisateurs? Et c'est vrai que souvent, on n'a pas trop de réponses, donc c'est à nous de proposer ce qui nous semble le mieux pour le projet. Donc vous aidez aussi vos clients maîtres d'ouvrage à re-questionner leurs vrais besoins, les finalités, les objectifs, quoi. Oui, tout à fait. Donc on est encore sur un niveau de maturité, on ne généralise pas, mais pour certains maîtres d'ouvrage moins évolués, moins importants que d'autres, voilà, c'est encore très contrasté aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Pierre Roux, en tant que bureau d'études, présentez-nous Fluiditech Fluiditech, j'ai tendance à dire Fluiditech. Fluiditech, en quelques mots. Donc rapidement, on est un bureau d'études thermiques et fluides. Donc pour la partie thermique, on fait tout ce qui est études thermiques RT 2012, audit énergétique, études passives, également études E+C- avec l'analyse du cycle de vie, l'ACV des bâtiments. Et pour la partie fluide, on fait tout type de bâtiments tertiaires, logements collectifs, de la conception jusqu'au suivi de chantier. Avec pour la particularité, on a fait le choix en 2014, donc 6 ans maintenant, de passer en BIM. Concrètement, ça s'est réalisé en 2015, où depuis, on réalise 100% de nos projets avec une maquette en conception. Alors, principalement en interne pour nous. C'est pas le marché qui vous a poussé à... c'est vous qui avez pris... c'est pas le marché. Au départ, c'est pour nous. Surtout en 2015, on n'avait pas encore cette demande-là. Mais on a très rapidement vu l'intérêt, c'est-à-dire concrètement, sur du fluide. À quoi ça vous aide Sur du fluide, ça nous permet de concevoir tous les différents réseaux qu'on peut avoir dans un bâtiment beaucoup plus facilement, voire ce qu'on appelle des clashs qui pourraient
à voir sur ce bâtiment-là qu'on ne verrait pas forcément en 2D. Ça nous permet aussi de faire un visuel beaucoup plus parlant pour les maîtres d'ouvrage quand nous sommes en réunion, et également pour faire un quantitatif, un estimatif beaucoup plus précis avec des longueurs de réseau qu'on sait, on va dire, très précisément calculer et ressortir avec une maquette, que sur des plans 2D, c'est plus compliqué. D'accord. Ok. Et finalement, vous parliez de cycle de vie aujourd'hui. Ouais. Dans ce que vous proposez, vous intégrez cet aspect-là, qu'on vous le demande ou pas, ou vous essayez de pousser le sujet un peu, parce que ça part d'une conviction à l'origine, si j'ai bien compris. C'est un sujet que vous essayez de pousser, et si c'est le cas, quel écho vous avez? Alors, L'exploitation maintenance, hein, pour être très clair, je parle sur du cycle de vie, l'analyse du voilà. cycle de vie, c'est honnêtement, on le calcule donc à la conception. Ouais. Pour la maintenance, c'est encore compliqué. C'est notre souhait pour, on va dire, le futur, c'est de pouvoir réaliser cet ACV grâce à la maquette numérique, pour que cet ACV qui est calculé dès la conception, avec des hypothèses forcément, parce que le bâtiment il va évoluer, surtout en stade d'exécution, et qu'avec la maquette il puisse évoluer beaucoup plus facilement, plutôt que de reprendre à chaque fois tout un métré, à chaque fois que les plans devraient bouger. Ok, donc, a priori, pour vous, le BIM, il n'y a pas de frein. Chez Fluiditech, il n'y a pas de frein. Non. Chez vos partenaires, ce que vous observez, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre avec lesquels vous travaillez, et voire même les entreprises, etc. Quels sont les principaux freins que vous analysez, en tout cas que vous interprétez? Je reprécise, alors on parle de BIM. Nous, à notre stade, on réalise principalement une maquette numérique. Donc on ne peut pas vraiment parler de BIM. Le BIM, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est en collaboratif. Donc on a, sur une partie de nos projets, on va dire nos premiers projets en BIM, donc avec toute une équipe derrière, et puis avec une demande, un souhait du maîtrise d'ouvrage aussi au début, date de 2017 à peu près, sont les premiers projets 2017, en BIM. Donc ça émerge de... Nous, en tout cas, c'est notre ressenti depuis à peu près cette date-là. Ouais. D'accord, ok. Alors, il y a un sujet qui revient souvent quand on fait un état des lieux, c'est important, et c'est le sujet des compétences. Le sujet des compétences, le niveau, quand on ne peut pas parler de niveau de maturité ni d'état des lieux sans parler de formation ni de compétences. On parle bien d'outils, on parle aussi d'un processus de collaboratif. Donc, Laurent Bonpas, Bonpas ou Bonpas? Bonpas. Bonpas, pardon. Oui. Est-il allumé? Voilà, bien près du menton, merci. Donc, vous êtes conseiller formation chez l'Opco Atlas, donc Grand Ouest. Acteur important aujourd'hui parce que c'est aussi une opération qui est financée par l'Opco Atlas, le Rexbim Tour. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous intervenez pourquoi? Quel est le rôle de l'Opco Atlas avant de parler de formation concernant le BIM? Alors, Atlas est un organisme qui finance des formations. Voilà, c'est notre métier principal. Et puis on a un organe de conseil. On vient Je me demande si votre micro est vraiment allumé ou c'est le volume. Attendez, je vais aller voir. Hop. Logiquement, je me permets. Et hop, je vais remettre un petit coup de lingette. Voilà, c'est bon. Merci, c'est gentil. Oui, donc on finance des formations, on conseille des entrepreneurs, à la fois dans la détection des besoins en formation, dans la façon dont on peut organiser ce processus d'apprentissage des nouvelles technologies. Et puis, mais pas n'importe quel type d'entreprise, particulièrement les entreprises qui sont concernées aujourd'hui, c'est bien ça? Alors, moi je suis un ex-salarié du FAFIEC, donc à l'époque où j'étais FAFIEC... Ça parle peut-être à plus de personnes. J'intervenais essentiellement pour des bureaux d'études, des entreprises numériques et quelques cabinets de conseil. J'ai été transféré chez Atlas, qui intervient sur un périmètre plus large. Donc, outre ces ex-adhérents FAFIEC, on a aussi maintenant les banques, les assurances, les experts comptables et quelques autres. On a gardé quand même une affinité en tant que conseiller assez forte pour les métiers de nos adhérents FAFIEC. D'accord. Donc ingénierie, conseil, innovation, d'accord. Ouais, Ok. Alors,
Le BIM à l'Opco Atlas, est-ce que c'est un sujet que, du coup, sous l'effet de l'impulsion et de l'émergence, hein, depuis quelques années, on l'évoquait avec certains de nos témoins aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, fait partie de l'offre de formation aujourd'hui d'Atlas? Quel type de formation ou à quel type de métier ou de compétences on peut donner peut-être un ou deux exemples, vous former? Et aussi, ben, quelles sont les compétences demandées aujourd'hui en la matière par les ingénieurs, bureaux d'études et autres acteurs de la filière? Moi, j'ai eu la chance de voir l'émergence du BIM et d'avoir participé en fait, à la construction des réponses formation à l'époque. On avait travaillé avec des groupes de travail, avec des partenaires, des entreprises. Et on avait créé, on avait associé à cette réponse formation des financements privilégiés qui portaient à la fois sur les coûts pédagogiques et les salaires. À l'époque, il était question de former à l'utilisation des logiciels BIM. Des logiciels, Des logiciels, uniquement des logiciels. Quelques exemples, peut-être, ça sera... Alors, Revit, Plancal, Archicad, Allplan, les classiques. Hein, Et donc, c'était en prévision de l'émergence d'appels d'offres. On se disait que l'Union européenne allait imposer la norme IFC et qu'il fallait qu'on fasse en sorte que les bureaux d'études locaux soient les premiers formés pour être choisis, notamment sur des appels d'offres, des gros appels d'offres régionaux, voire nationaux. On a du coup, en général, un référent, c'est formé par entreprise, parfois 2, 3 dans les petits cabinets. On a fait le bilan de cette action-là. Alors, certains cabinets ont fait le choix de continuer à utiliser, même si les appels d'offres n'étaient pas toujours là, c'est votre choix, visiblement. D'autres ont attendu, avec les conséquences en termes de perte de compétences sur l'utilisation de l'outil. Souvent, les cabinets ont fait le constat qu'il ne suffisait pas de savoir utiliser l'outil pour savoir modéliser un projet avec le BIM. Qu'est-ce qui manque? C'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui manque Alors, au-delà de l'outil, moi je me dis naïvement, bon, voilà, je veux faire du BIM, j'ai besoin de Revit, j'ai besoin d'Allplan, etc. Je vais me former à ça et ça ira. Non, ça suffit pas? Je crois qu'il y a l'aspect modélisation, conception préalable, avant d'entrer sur l'outil. Et puis, il y a tout l'aspect collaboratif qui n'était pas traité par notre action initiale. Notre réponse, ça a été de construire dans un catalogue un parcours avec des programmes et de proposer aux entreprises qui venaient piocher dans ce catalogue un des programmes sur l'action BIM, en choisissant l'un des prestataires qu'on avait retenu, d'offrir des financements privilégiés, hors budget annuel, avec 100% du coût d'action financé. Et donc dans ce premier jet, on avait oublié ces aspects collaboratifs. On s'était centré avec les entreprises avec qui on avait travaillé sur l'utilisation de l'outil. C'est quelque part un réflexe pour tout le monde en général. Quand on parle transformation digitale, on va vers la techno et on oublie peut-être le côté justement management, humain, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez oublié, mais aujourd'hui, alors c'est quelque chose qui existe. Ça a été intégré dans l'offre. On a, par appel d'offres, ajouté un module supplémentaire, cette action collective BIM, qui s'appelle le BIM, un mode de travail collaboratif, qui permet de travailler uniquement sur les aspects collaboratifs, justement. Pour autant, aujourd'hui, on est en pleine réflexion sur est-ce que cette chose-là doit s'apprendre présentiel, salle de formation, avec des cas pratiques qui essayent de reproduire la réalité, ou est-ce qu'on doit le faire avec des vrais projets, des projets de test et comment est-ce qu'on peut du coup valoriser ces temps d'apprentissage si on part du postulat qu'il faut travailler à partir de vrais projets. D'accord. Donc aujourd'hui. Donc le côté collaboratif, l'offre complémentaire sur le côté collaboratif que vous avez développé aujourd'hui, ne trouve pas encore son public, c'est bien ça? Non, on n'est pas sur les mêmes volumes que sur les formations à l'utilisation des outils. C'est sans commune mesure. Et du coup, ce que vous disiez juste avant que je vous coupe la parole, pardon, on a un petit timing à respecter, c'est la formation doit s'appuyer sur des cas concrets, c'est bien ça? Oui, il faut essayer. Alors, c'est une piste, hein, pas de solution. C'est un la axe de première fois réflexion qu'on l'entend, à conduire ensemble, mais peut-être qu'on pourrait, essayer de partir davantage de vrais projets
D'accord, un peu dans l'esprit de la réunion qui nous réunit aujourd'hui, on le verra juste après. Merci, donc la formation, on en reparlera un petit peu après, parce qu'aujourd'hui, logiquement, avec le deuxième plateau, on devrait voir émerger des nouveaux besoins, peut-être, en nouvelles compétences. On verra. Hervé Baribeau, je m'adresse à nouveau à vous. On a bien compris, vous menez une opération, vous avez mené une opération test principale sur un lycée que vous avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les principaux freins que vous mesurez ou les principaux axes de progrès que vous avez identifiés grâce à ce premier retour d'expérience pour faire en sorte que le BIM demain, chez vous, soit encore plus développé et vous êtes peut-être à tendre vers plus d'exploitation maintenance encore. Qu'est-ce qui vous manque selon vous ? Alors, ce qui nous manque, c'est déjà du personnel, parce que l'équipe BIM à la région, elle se résume à 2 personnes, on va dire, actuellement. Donc, pour 115 collèges. Oui, voilà, 115. Ça fait donc, pas beaucoup. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, pour l'instant, on n'a pas de la GMAO, on a un système qui est vraiment... c'est ce qu'on voulait, ce que la région voulait à l'époque, c'était connaître ses surfaces, voilà, à peu près combien, le nombre de mètres carrés, tout simplement. Une photographie du patrimoine. Et puis après, tenir à jour au fil de l'eau ce patrimoine, parce qu'avec 115 lycées, il y a quand même un gros volume d'opérations par an. Donc ça, depuis 20 ans, on a réussi à le faire. Après, le passage au BIM, là... ça complexifie encore, ce que je disais tout à l'heure, ça complexifie la mise à jour des plans. Et puis, évidemment, on a réfléchi à qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, parce que passer au BIM, c'est pas simplement, ça peut pas être juste pour le fun, comme on va dire. Mais, oui, évidemment. Donc, on a dit on pourrait commencer à faire une petite GMAO, entre guillemets, pour gérer, par exemple, les équipements lourds, type chaudière, ascenseur, plutôt que d'avoir des listes Excel un peu partout qui se baladent et où il y a des références sur les 200 ascenseurs. Et voilà, donc on se dit, sur Michelet, justement, on a répertorié, on avait fait une charte BIM où on répertoriait les radiateurs, les ascenseurs, les chaudières, voilà, ce type d'équipement, les gros équipements de cuisine dans les restaurations. Et ça, on se dit que c'est peut-être pas mal parce que ça nous éviterait justement d'avoir un tas de petits logiciels à côté ou de une fiche Excel voilà, qui se promènent à droite à gauche. Et ça, je pense que dans la future opération, là, actuellement, on est en train de préparer une future opération qui, là, consistera à relever en BIM les 115, enfin les 114 lycées restants. Voilà. Petite opération. Petite opération. Et qui va nous occuper pendant 4-5 ans, là, je pense. Et là, justement, je pense qu'on ira vers cette petite GMAO qui, pour gérer les équipements de cuisine, les gros équipements lourds. Après, passer dans de la GMAO pour gérer, je ne sais pas quoi, les prises de courant, les fluides, ainsi de suite, je pense que là, on n'est pas du tout calibré sur le plan... du personnel pour prioriser par type d'opération plus engageante. Voilà. Déjà, on voudrait réussir à passer tout en 3D. Au-delà du BIM, nous aussi, on parle toujours du BIM, mais chez nous, c'est plus un passage à la 3D, on va dire. Le BIM, ça concerne surtout c'est vrai que les lycées neufs, par exemple, le lycée de Nord-sur-Erdre, il a été fait en BIM et on recevra un DOE en BIM qui sera certainement très beau avec tout le CVC, la structure, ainsi de suite. Bon, nous, le relevé de tous les bâtiments existants, ça ne pourra pas être ça. Donc, on n'ira jamais dans ce niveau de détail sur l'existant. Donc, voilà, on va déjà essayer de récupérer tous ces plans en 3D et de pouvoir continuer à les mettre à jour au fil de l'eau, plutôt que de... Parce que c'est ça le grand... Je dirais le grand bénéfice d'avoir une base de données, c'est de pouvoir la mettre à jour au fil de l'eau. Parce qu'on a vu beaucoup de collectivités qui ont acheté un système, qui ont fait un relevé en masse de tout leur patrimoine. Et puis après, s'il n'y a personne pour suivre derrière, ça reste dans un tiroir. Et ça reste une photographie qui devient obsolète avec le temps. Très rapidement. C'est bien ça. Sur le côté collaboratif, quand on parle d'exploitation maintenant, c'est aussi pouvoir faire demain intervenir
des entreprises, des Oui, intervenants. C'est des choses que vous envisagez, que vous avez déjà testées. Est-ce que cette maquette, cette numérisation, vous vous en servez déjà ou vous envisagez de vous en servir pour faciliter les interventions des artisans, des entreprises, etc. sur votre patrimoine? Alors, on pourra fournir les maquettes Ouais. voilà, pour les entreprises qui le souhaiteront, mais c'est quand même pas le cœur du sujet chez nous. Je Pas pense encore, que non, d'accord. non, 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 Mhm. on n'est pas structuré pour. Mhm. Alors, il y a une petite. Il faut savoir que la maintenance dans les lycées est faite par des agents régionaux aussi, mais qui sont assez limités dans leur périmètre, on va dire. Hein. Ils ne peuvent pas faire grand-chose, entre guillemets. Et donc, il y a une petite équipe là, qui se met en place sur la région nantaise, sur une vingtaine de lycées, où là, il y a de la maintenance curative et même préventive qui commence à être mise en place sur une vingtaine de lycées, via une petite équipe de 5 techniciens. Mais à terme, je ne pense pas que ça va se généraliser sur toute la région. Donc là, peut-être que les maquettes seront utilisées justement sur ce petit périmètre d'une vingtaine de lycées. Dans un horizon de 5 ans, voilà, ça ira pas au-delà, je pense pas. Ouais. D'accord. Donc, Emeline, je vous ai vu réagir quand Hervé parlait de la mise à jour des données, l'actualisation. En ce qui vous concerne, finalement, c'est aussi un enjeu qui apparaît comme fondamental. Oui, c'est primordial. À partir du moment où on a une maquette, on peut y mettre en fait tout ce qu'on veut dedans. On peut ajouter autant de paramètres qu'on veut, ajouter plein d'informations. Mais elle peut vite devenir obsolète si on a trop d'informations. En fait, il faut y mettre les informations importantes pour qu'elles puissent être mises à jour et que la maquette ne devienne pas obsolète rapidement. Parce que si on a trop d'informations, on a tendance, quand on a une maquette, à se baser sur ce qu'il y a dedans. Obligatoirement, c'est facile d'accès. On va cliquer sur l'objet, on va avoir les informations. Donc, on ne va pas aller chercher obligatoirement ailleurs puisqu'on a l'information en direct. Donc, c'est très important que l'information soit mise à jour et soit Vous-même, réelle. en interne, j'ai compris que c'était un outil de collaboration entre différents services. C'est des choses que vous arrivez à suivre, ça, vous-même, la mise à jour, l'actualisation, etc. Oui, alors quand on travaille en interne, c'est vrai qu'on a énormément de méthodes de travail et de collaboration autour des maquettes. Vous Tous les utilisez les mêmes métiers- outils Alors, d'une ouais. équipe à l'autre? Oui, Ouais. on a tous Revit, Ouais. tous. Après, il y a des métiers qui ont leur logiciel spécifique, mais ils ont également Revit pour pouvoir intervenir sur la maquette pour ajouter des paramètres ou pour aller chercher des informations dont ils ont besoin. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Et nous, je sais qu'on utilise beaucoup les maquettes pour, quand on arrive sur un projet, comprendre le projet, ressortir des informations du projet. Et quand on a besoin d'avoir assez rapidement une information, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher dans la maquette que d'aller chercher dans tous les CCTP ou dans tous les documents du projet. D'accord. Donc le Et côté collaboratif nécessite, pour résumer, de parler le même langage, c'est ça, d'avoir les mêmes codifications. Mais est-ce que ça passe forcément, selon vous, par avoir les mêmes solutions? C'est une question qui revient souvent, c'est l'interopérabilité finalement, de se dire tiens, si j'utilise telle ou telle solution, à un moment donné, ça va coincer en termes d'échange, en termes de dialogue entre les données, entre les acteurs. Ça vous arrive de devoir agréger comme ça des données très différentes ou hétérogènes? Oui, alors c'est beaucoup plus facile quand on a la même solution. Ouais. Parce En que, phase chantier, par exemple, comment ouais, ça se passe? alors, il y a aussi en conception, Ouais. quand on fait de la 4D, par exemple, on intègre le terrain. Et du coup, on récupère des maquettes en IFC qui proviennent de Covadis. Mhm. Donc, on a quelques difficultés souvent au départ pour régler bien les IFC et les exports de Covadis. Mais une fois qu'on a trouvé les paramètres qu'il nous faut pour les réutiliser dans nos logiciels, ça roule, on fait quelques essais. Et puis, on sait que c'est ce paramètre-là qu'il nous faut. Donc, on récupère les bonnes informations et ça marche bien. Et puis, en chantier, c'est pareil. Les IFC, ils ne sont pas toujours hyper bien paramétrés quand on les récupère. Mais on arrive à s'en sortir. Il suffit de savoir quels paramètres, les paramètres qu'on a besoin. Nous, on n'a pas besoin d'avoir toute l'information qu'il y a dans la maquette. Donc, en se repérant sur quelques paramètres, en faisant des tests d'export, on arrive à récupérer des choses convenables. Voilà. Alors, sur le côté suivi chantier, je reviens là-dessus quand même.
on se dit, bon, un outil qui sert quand même à de l'ouvrage, qui à un moment donné doit sortir de terre, faire travailler des gens ensemble, sur le chantier, le BIM, il est utilisé aujourd'hui par les acteurs. C'est un outil de travail sur site. Oui, non? C'est encore compliqué. Pour quelle raison? Très Parce que rapidement, je suis désolé, on a ouais. un petit... C'est le chantier, c'est le terrain, on n'a pas l'habitude, on ne fait pas comme ça. Voilà, c'est faut aller culturel vite, aussi c'est quelque culturel aussi, D'accord. c'est la facilité d'accès aussi aux outils, parce que ouvrir une maquette très vite sur un chantier, ça peut mettre du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus forcément ergonomique. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est très lourd comme dispositif, ça nécessite d'avoir des grosses machines ou c'est quand même facilement... Ça c'est mobile. nécessite d'avoir des grosses machines et quand même un gros réseau si on veut accéder directement aux maquettes très vite. D'accord. Ou sinon, il faut faire des exports en format plus léger pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes qui ont les compétences pour faire les exports, souvent, c'est des personnes qui sont en conception et pas spécialement la personne qui est sur le chantier. Du coup, il faut que la personne soit libre pour faire l'export, montrer... Donc, c'est encore un outil et un processus qui est difficile, quelque part, à rendre... palpable, concret et intéressant pour tout le monde sur le terrain encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'accompagnement à faire, si je comprends bien. Ouais, nos collaborateurs, nous qui sont sur le chantier, ils trouvent ça génial, ils adorent quand on leur présente le projet. Voilà, on a pensé le projet comme ça, le phasage c'est ça, on leur montre en 4D, ils trouvent ça super. Ils s'approprient ou pas après? Non. D'accord. On revient à la question des formations, peut-être. Alors Pierre Roux, les freins. Alors rebondissez sur ce que vient de dire Emeline et aussi sur d'autres freins que vous constatez aujourd'hui, vraiment en quelques minutes, parce qu'on a le deuxième plateau qui approche. Très rapidement, je me permets de rebondir sur les entreprises. Alors, c'est sûr, ce n'est pas toutes les entreprises, mais on a des entreprises qui aujourd'hui se servent réellement de la maquette numérique. Nous, en CVC, on a une entreprise dans le Morbihan qui va utiliser la maquette pour déjà pré-découper ses gaines, qui va poser ses fixations en amont sur le chantier avec des lasers qui sont issus de la maquette. Et c'est des entreprises qui ont fait ce choix-là pour aussi optimiser les coûts, optimiser les délais. Et c'est une grosse entreprise ou non, parce que la question des moyens revient comme un frein souvent humain, technique, budgétaire, formation, compétences. Non, ce n'est pas une grosse entreprise. Au contraire, je trouve que des petites entreprises peuvent peut-être plus facilement passer dans le BIM. Il y a peut-être moins de personnes aussi à former. Peut-être quand on a 3-4 personnes où il faut former pour avoir cette compétence à réaliser une maquette, à travailler en collaboratif, plutôt qu'une entreprise avec une centaine de salariés, je pense que la marche n'est pas la même. Oui, donc c'est peut-être plus d'agilité aussi, quelque part, dans les petites structures. Ouais. D'accord. Au-delà de ce qu'on vient de se dire sur l'utilisation sur site, vous, les principaux freins que vous identifiez aujourd'hui, on a parlé de la technique, on a parlé du côté collaboratif, interopérabilité. Comment vous observez ça? Là, vraiment, on va ensuite enchaîner sur la deuxième partie, mais quels sont les messages pour les acteurs qui suivent là? Alors, les messages, on réalise en conception, mais on accompagne aussi des entreprises en stade exécution. Des entreprises sur le chantier, donc on réalise avec eux la maquette. Donc ça existe. Ça existe. Donc on réalise pour eux cette maquette. Maintenant, on se rend compte que les principaux freins, c'est le temps. C'est le temps parce qu'on a des délais qui sont laissés en exécution, qui ne sont pas tenables. On est sur une maquette à réaliser, on n'est plus sur des plans 2D. Et la réalité du terrain rattrape tout ce qu'on peut se dire ici. C'est très joli sur le papier, mais la réalité du terrain, c'est qu'il y a des personnes qui sont là, des chantiers qui avancent. Et si on ne peut pas fournir des plans, ça veut dire quoi? Que la maîtrise d'ouvrage, entre autres les donneurs d'ordre et peut-être les autres acteurs de la filière, n'ont pas intégré tous les enjeux d'anticipation, de préparation, de programmation, etc. liés au BIM. L'échelle de temps est restée la même avant et après le BIM, finalement, pour les donneurs d'ordre? Sur les projets qu'on a... Les plannings bougent beaucoup ou finalement pas? Sur les projets qu'on a en stade d'exécution, c'est-à-dire 2 hôpitaux, on a des délais qui sont comme si on était sur du plan 2D. Sauf qu'on ne conçoit...
envoyer des plans, par exemple, de réservation en 2D ou avec une maquette. Quand on bouge un niveau sur du 2D, le niveau d'en dessous, pas d'impact. Vous bougez un R+1, R+2, vous modifiez des réseaux, ça a un impact en réalité sur les descentes, les gains qu'il peut y avoir sur les réseaux d'en dessous. Donc, il faut concevoir une maquette sur la totalité du bâtiment et non plus étage par étage comme on le faisait à l'époque. Je me fais l'avocat du diable volontairement. Je suis un maître d'ouvrage, je dis attendez, le temps pour nous c'est de l'argent. Pour nous on a des objectifs de gestion de patrimoine, d'entretien, etc. Ça va nous coûter plus cher si vous nous ajoutez du temps dans votre proposition, etc. Vous répondez quoi à ça? Alors, toutes les questions qui se posent à ce moment-là, au début, pendant cette période d'exécution, c'est du temps de gagner aussi après sur le chantier. Et puis, autre chose aussi, c'est que si le maître d'ouvrage veut avoir une maquette qui va être exploitable par la suite, si le temps n'est pas laissé en exploitation pour faire une maquette qui tient la route, on se retrouve avec des trous dans la raquette, dans la maquette et des erreurs, parce qu'il faut avancer. D'accord. Ok. Emeline, un dernier mot peut-être pour réagir. Juste réagir rapidement sur ce que tu viens de dire. Le temps qu'on prend à faire les maquettes, ça a vraiment un impact après sur le chantier et sur les problématiques qu'on peut rencontrer sur les chantiers, notamment les problématiques de réservation qui sont mal placées ou qui ne sont pas là. Tous les clashs qui ont été anticipés finalement, voilà. C'est ça? Et notamment, je sais que sur le NS, il y a eu un parti pris assez important où il y a eu de la préfabrication par rapport à ce qui avait été dessiné sur la maquette. Et en fait, il y a eu très très peu de reprises. Parce qu'il y avait eu ce temps de modélisation de la maquette, de bien faire attention, de préfabriquer sur la maquette pour ne pas perdre de temps en chantier. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait très peu de reprises et on avait vraiment gagné du temps en chantier. Le temps qu'on avait perdu au départ, on l'a rattrapé. Concrètement, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, c'est plus simple de dessiner un trou dans un logiciel que plutôt aller percer une poutre ou refaire un coffrage tout autour pour refaire passer un réseau. Ça coûte plus cher ou moins cher le temps intellectuel pour l'anticiper ça que le temps productif? Là, il n'y a que du temps intellectuel. Je me mets dans la place du gestionnaire, là, vraiment, je me permets. Mais au moins, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas besoin de percer, il n'y a pas besoin de rajouter un placo. Et vous ne bloquez pas peut-être un processus, un autre intervenant qui suit, etc. D'accord. Si le planning est prévu pour, non. D'accord. Alors, un dernier mot, parce qu'on va parler de formation. Là, finalement, est-ce que ça vous donne des idées, Laurent? Vous disiez, tiens, est-ce que demain, on ne pourrait pas s'appuyer sur des cas concrets, etc. Effectivement. On est un peu dans la sensibilisation, avec les retours d'expérience qu'on a, un peu de la sensibilisation. On le verra encore plus avec les REX après. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, profiter, il y a des entreprises qui sont là, réfléchir à l'échelle d'Atlas, tiens, imaginer, tester de nouvelles offres de formation avec une connexion terrain plus forte? Oui, c'est ça. Tester des nouvelles modalités pédagogiques. La loi le permet aujourd'hui. La loi le permet, d'accord. Il y a un an, on a le droit d'imaginer des temps d'apprentissage sur des situations de travail réelles et de les valoriser. Alors qu'il y a un an, la loi ne le permettait pas. Donc là, on a une opportunité, reste à réfléchir comment on le transpose sur cette problématique BIM en fait. Donc là, ça nécessite de connaître le sujet d'un point de vue technique. Donc il faut sans doute partir des entreprises, créer des genres de groupes de travail avec des gens qui vont réfléchir sur la façon dont on peut apprendre le BIM une fois qu'on sait utiliser l'outil. Et on rappelle que ça doit aboutir à des solutions de formation, de montée en compétences, avec une prise en charge importante qui facilite aussi l'accès. Finalement, le frein budgétaire financier qui peut être lié soit à se former ou etc. Mais il y a deux enjeux. Il y a lever des fonds, recueillir plus d'argent, mais aussi y passer moins de temps, se former plus vite, mieux. Il y a des choses qu'on apprend en beaucoup de temps à partir de cas pratiques qui veulent reproduire la réalité, qu'on n'arrive pas à transposer sur le terrain ensuite, et qu'on apprend plus vite quand on est en situation réelle. Donc au final, pour l'entreprise, ça coûtera moins cher, quels que soient les financements qu'elle collecte par ailleurs. D'accord, donc là vous lancez un petit appel, n'hésitez pas, si les gens veulent venir vous voir pour réfléchir à une offre de formation ou tester, expérimenter, c'est aussi dans l'esprit du BIM, je pense. Merci beaucoup en tout cas Hervé Baribeau, Emeline Gauthier, Pierre Roux et Laurent Bonpas pour ce premier tour de table.
on a compris, on a un état des lieux un peu des niveaux d'usage, de pratique, mais aussi des difficultés, des freins. On a déjà quelques pistes de progrès. Les questions-réponses, je vous propose, on les abordera après le deuxième plateau pour tout le monde. Hein, d'accord, vous pourrez aussi interpeller nos intervenants dans la salle. Maintenant, on va se projeter. On va se projeter un petit peu. On a identifié qu'il y avait des marges de progrès et on ne s'est pas encore posé la question, demain aussi avec le BIM, qu'est-ce qu'on pourra faire au-delà d'être meilleur en exploitation-maintenance, au-delà de mieux collaborer, etc. Donc, je vais appeler à me rejoindre Rami Chetoui, BIM Manager chez Cube Architecture. Merci de l'accueillir. Bonjour Rami. Pierre-Yves Legrand, qui est directeur de Novabuild. Pierre-Yves, merci de l'accueillir. Bonjour. Alors, on a Jonathan Renou qui a dû nous quitter. Il a eu une contrainte, vraiment un incontournable de dernière minute. Donc, il s'excuse. Mais vous n'êtes pas qu'à deux parce que, même si physiquement... Oui. Oui, en plus, vous désinfectez. Non. Merci. Vous n'êtes pas qu'à deux parce que il y a, vous voyez, vous vous dites, mince, Emmanuel Di Giacomo, je ne l'ai pas encore vu. Mais si, il est avec nous. On va lui faire un petit coucou tout de suite. Emmanuel, vous avez peut-être vu cette fenêtre tout à l'heure qui est là. Bonjour Emmanuel, contrainte vraiment un bonjour incontournable Arnaud, de dernière bonjour minute. à toutes et à tous. Donc tu n'as pas pu. Vous n'êtes pas qu'à deux parce que même si physiquement. Attendez, excuse-moi. Oui, en plus vous désinfectez. Donc merci. Vous n'êtes pas qu'à deux parce que Emmanuel, est-ce que tu peux couper le son s'il te plaît du streaming? Voilà, pas ton micro, hein, surtout pas. On a besoin de toi. On t'entend plus. Non, non. Il faut que tu éteignes le son de YouTube. Tu n'as pas pu. Là, je m'entends en fait. Est-ce que tu ne m'entends pas? Ah si, ça y est. Ça y est, on t'entend bien, mais on entend aussi YouTube derrière. C'est quand même incroyable. C'est bizarre. Alors attends. Ouais, mais c'est pas grave. Écoute. En tout cas, je voulais juste te saluer pour introduire cette table ronde. D'accord, je vous salue aussi. Donc je rappelle que tu es responsable Europe développement des écosystèmes BIM chez Autodesk. On a parlé un peu de Revit sur le premier plateau. Donc tu nous aideras à prendre un peu de hauteur et à regarder un petit peu plus loin que le BIM aujourd'hui en termes d'usage. Entre-temps, est-ce que tu peux essayer de voir, en tout cas peut-être avec l'appui de notre régie là-bas, ce qui peut bloquer au niveau du son? Oui. Voilà. Merci, c'est gentil. Je vous salue aussi. Donc je rappelle que tu es responsable Europe développement des écosystèmes BIM chez Autodesk. On a parlé un peu de t'entend très bien, mais en fait on entend aussi l'écho de la petite table ronde qui vient de précéder. Regarder un petit peu plus loin que le BIM. Voilà. Écoute, c'est pas très grave. On va revenir sur le plateau. Hop, avec l'appui de notre régie là-bas, ce qui peut bloquer au niveau du son. Oui. Qu'est-ce qui parle mal vous voyez, cette voix derrière, elle est désagréable. Hein, je trouve que c'est vraiment... Ah là là. Voilà, donc on va repartir en mode diaporama en attendant. Emmanuel, je reviendrai vers lui évidemment au moment où il pourra... voilà, j'aurai des questions pour lui tout à l'heure. Donc simplement, très rapidement, Rami Chetoui, est-ce que vous pouvez vous présenter Cube Architecture et puis vous, votre métier? Du coup, Rami Chetoui, BIM Manager chez Cube Architecture, agence d'architecture. J'ai la chance de travailler dans une agence d'architecture pluridisciplinaire, donc ça m'aide en tant que BIM Manager. Le BIM, c'est la collaboration, donc c'est pas évident de travailler seul. Encore dans un contexte où les choses sont pas forcément toujours bien définies, donc j'ai cette chance. Du coup, Cube Architecture, c'est une agence d'architecture de 34 collaborateurs sur 2 sites différents, au 44 ici à Nantes et à Saint-Macar-en-Moge au 49. On a des disciplines en architecture, dessin, économie, chantier, ingénieur environnemental, ingénieur acoustique et chantier. Donc on a un petit écosystème déjà qui nous permet de collaborer à l'interne, mais on a aussi nos partenaires à l'externe qui nous permet aussi de pousser nos études avec des bureaux d'études, structures, fluides, etc. En gros, ça c'est Cube. Pierre-Yves Legrand, bonjour, merci. Novabuild, c'est un acteur assez connu ici parce que finalement, vous n'êtes pas un acteur en soi, vous êtes un réseau. C'est ça. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas encore testé avec le masque. Très bien. Rapprochez bien du menton et tout ira très bien. Là, on peut le mettre sur le menton, justement. Ouais. Donc, effectivement, Novabuild, c'est un réseau. On a de nombreux partenaires. Évidemment, la fédération Sinov en fait partie. Notre idée, c'est de
d'emmener des professionnels à évoluer. On a longtemps parlé des transitions, on a été un accélérateur des transitions. Aujourd'hui, on se positionne plutôt comme un allié des entreprises dans les stratégies qu'elles doivent mettre en place, et notamment dans les stratégies climat. Et on parlera tout à l'heure certainement du lien entre le numérique et le bas carbone, la stratégie bas carbone qu'on doit mettre en place. Vous installez déjà le décor, bravo, bien joué. C'est un des enjeux. Avant d'aller vers au-delà finalement du sujet BIM tel qu'on le perçoit aujourd'hui, j'aimerais vous faire réagir, amis, parce que quand on a préparé cet événement, je suppose que vous avez pas mal de choses déjà à apporter, quelques éléments peut-être de réflexion et de réponse par rapport à la première table ronde. J'aimerais que dans un premier temps, on se dise, OK, on va se projeter vers l'avenir, mais déjà sur l'exploitation-maintenance. Ça reste un sujet encore d'avenir aujourd'hui, parce que simplement encore émergent, sur lequel il y a encore énormément de progrès. Qu'est-ce que vous imaginez, vous identifiez avec le constat qu'on a fait en premier plateau, comme piste de progrès, choses qui vont faire avancer la filière finalement en la matière? De toute façon, que ce soit en retour d'expérience ou en projection BIM, moi j'ai beaucoup d'espoir vis-à-vis de BIM. Par contre, il y a aussi des préalables, des choses à mettre en place tous ensemble, tous les acteurs du monde de construction. Je risque de ne pas arrêter de parler. Au pire, vous coupez les micros après. Non, mais je vais couper. Okay. Je vais couper. Du coup, en termes d'exploitation maintenance, malheureusement aujourd'hui, nous on vient en amont par rapport à... Bien près du menton, pardon. Pardon. Oui, ok. Du coup, nous, on vient, bureau d'études, on vient en phase amont par rapport au cycle de vie ou au process global de production du bâtiment. Du coup, malheureusement, on met beaucoup d'efforts. Par contre, on sent derrière que la maquette n'est pas exploitée. À la limite, on fournit le chantier, la maquette, elle est obsolète. C'est un beau jouet qui reste dans le coffre après, pendant des années. Nous, aujourd'hui, concrètement, on fait du BIM, on fait au moins la maquette numérique, pour ne pas parler du BIM et ne pas généraliser. Je préfère faire la part des choses pour la majorité de nos projets. Par contre, on a des maîtres d'ouvrage aujourd'hui qui ne sont même pas au courant qu'on fait de la maquette. Alors qu'on a mis d'efforts derrière, on a mis des informations, on a poussé le cap vraiment avec des simulations et tout, sauf que derrière, ce n'est pas exploité. Du coup, je pense que le pont il est coupé à cette étape où on réalise le chantier, le bâtiment est là, on est tous contents, on fait la réception et on oublie tout. Sauf que la maquette est là, il faut la valoriser et créer ce lien en gestion d'exploitation, maintenance, etc. Pour vous, une bonne exploitation maintenance optimale, ça doit permettre de faire quoi finalement parce que ça devient un peu un terme un peu tarte à la crème. Qu'est-ce qu'on peut entendre par l'exploitation maintenance grâce au BIM demain, selon vous, idéalement, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire avec une bonne maquette et des données actualisées? Déjà, c'est la clé en fait. Aujourd'hui, on parle de données. Donc, la maquette, c'est une forme de données la plus complète possible. Après, demain, on parle de données. Donc, que ce soit sur la base de maquette ou autre format, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se basent sur les formats COBI comme exemple, mais c'est des données qu'on peut extraire de la maquette. Donc, la maquette, c'est la base. Après, comment on exploite les données, c'est un autre sujet. Par contre, le noyau, c'est la donnée déjà. Donc, comment... Dès le début, on définit les besoins du maître d'ouvrage pour mettre les données. Nous, on peut tout faire en phase conception. Par contre, si les choses ne sont pas bien définies, ça ne sert à rien. Du coup, la maquette a peut-être déjà un support. Moi, je me base déjà sur la phase conception. Donc, avant, on faisait des plans 2D. Donc, on a, que l'on veut ou pas, on peut faire 200 coupes par projet. Entre les coupes, on a des zones d'ombre. Demain, pareil, donc si on donne juste des bouts de données ou des plans au maître d'ouvrage, entre un plan et un plan, une coupe et une coupe, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, nous, on donne un support assez complet. Lui, demain, sur la base de la maquette, et c'est là où c'est un peu astucieux, en fait, on doit simplifier la saisie des données. Donc, demain, un opérateur, dans une opération immobilière, avec son téléphone ou peu importe, il doit être en capacité de renseigner et faire le lien avec la maquette. Mais d'une façon très simple, et on garde aussi la mise à jour de la donnée. Donc je pense que la clé est là. Alors, un écosystème de données fiable aussi, c'est quoi? Actualisé, on l'a vu. Oui. Fiable, ça veut dire que, moi je me dis, s'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent, c'est le but finalement, c'est que ce soit un outil partagé, collaboratif,
etc. S'il y a beaucoup d'intervenants qui manipulent la maquette, qui la complètent, etc., comment on peut s'assurer que ces données, au final, sont bien fiables pour tout le monde? Oui, de toute façon, l'écosystème de BIM, je l'ai dit, ça se base principalement sur l'information, sur une grande quantité d'informations. Et l'information, en même temps, c'est à double tranchant. Donc, si on ne canalise pas l'information et on ne cible pas l'information dès le début, qui fait quoi, principalement, on est en danger. Donc, on doit bien définir les canaux. Donc, chacun saisit l'information qui le concerne. Et là, je pense que la clé est là. Donc, ça passe par les procédures. D'accord. Chacun regarde, mais encore faut-il peut-être qu'il y ait chez chaque acteur une personne qui s'occupe de ça. C'est le cas aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas forcément une personne dédiée au sujet partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des BIM managers souvent, qui est quelqu'un qui est là pour assurer un petit peu le... Et donc, du coup, demain, comment pallier le fait que dans tel ou tel type de structure, on n'a pas forcément les compétences? Je pense qu'il y a une phase d'acculturation aussi, parce que le BIM aujourd'hui, ok, mais c'est pas inné. Donc il y a des préalables, il faut former les gens, il faut définir les méthodes. Ça dépasse aussi parfois les personnes, c'est une politique, c'est un écosystème global. Donc on ne peut pas venir à un maître d'ouvrage ou un opérateur, on lui donne la maquette, et là on va changer le monde. Non, en fait il y a des étapes, on doit simplifier les choses. On doit, même en phase conception, en phase avant, on fait le travail complexe en amont pour donner des interfaces les plus simples possibles, juste pour saisir l'information et la maintenir à jour. Et là, on peut vraiment exploiter cette maquette et la rendre la plus accessible possible. D'accord. Parce que demain, ce n'est pas forcément des experts qui seront sur le terrain. Oui, bien sûr. Donc, Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, je me dis, ça devient tellement important, enfin, ça va le devenir, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément un BIM manager par structure, finalement? Est-ce que le poste de BIM manager demain, il n'est pas censé se dissoudre dans les différentes entités? de toute façon, demain, le BIM management en phase conception-exécution n'est pas forcément le même pour la phase exploitation. Je pense que la gestion des données et la nature même du développement du projet n'est pas la même. Donc, je pense qu'il y a des disciplines différentes. Après, on le nomme BIM manager ou on le nomme autrement. En fait, l'essentiel, c'est qu'il y a une personne qui est dédiée, qui canalise, qui structure et qui met des méthodes. C'est l'essentiel. D'accord. Pierre-Yves Legrand, on va commencer à se projeter et ensuite on s'adressera évidemment à Emmanuel qui nous écoute actuellement. Prenons un peu de hauteur. Vous nous avez dit que votre but, c'est d'amener les entreprises, de créer du mouvement, etc., autour du digital notamment, mais alors du coup, pour parler du BIM, vous, quelle est votre vision? Quelle vision vous nourrissez chez NovaBuild pour imaginer l'usage du BIM demain? Alors, peut-être avant la vision, Oui. d'où on vient. Oui, C'est d'accord. vrai oui, que j'ai entendu à l'instant un mot qui est important, c'est créer du lien. Mhm. Et en fait, nous, on a été sollicité au départ par une organisation professionnelle qui nous a dit, il y a 6-7 ans, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ils avaient appelé ça un tsunami. Et on ne pourra résoudre... Alors, au général, quand on voit un truc un peu nouveau, c'est un problème. Donc, on ne pourra résoudre On le n'aime pas problème... le changement par nature. Voilà. Donc, on ne pourra résoudre le problème qu'ensemble et de façon interprofessionnelle, donc avec du lien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois la maquette fait du lien, mais elle a besoin de liens pour se faire. Et donc nous, très très tôt, il y a maintenant au moins 5 ans, on a lancé une rencontre mensuelle où les acteurs se sont parlé, ont échangé, ils ont appris ensemble. Il y avait une sincérité aussi. On entendait des gens dire ça, j'y arrive pas, ça marche pas. Il y avait des moments assez géniaux où un éditeur venait avec un de ses clients et lui, pendant 1 heure, il disait tout le bien qu'il pensait de son produit. Et après, il y avait le client que lui-même avait amené. Il disait, bon, ben là, il vous a dit un truc, c'est dur. Donc, voilà, en fait, on tâtonne ensemble. Je pense que ce ne sera jamais fini. On sera toujours en attente de mieux. Et ça, c'est en fait un peu normal. C'est ce côté collaboratif qui est aussi une autre façon de fonctionner que, en fait, dans nos entreprises, on fait depuis toujours. Le bâtiment, c'est collaboratif. Mais là, on a un outil qui nous permet d'aller plus loin, de le concevoir, de le faire ensemble. Ouais, justement, d'aller plus loin vers quoi? Vous avez une mission, des convictions, un fil rouge quand même chez NovaBuild. Ça serait intéressant que vous nous ameniez sur votre terrain maintenant. Alors,
ce qu'on observe, parce Ouais. qu'en fait, on est plutôt caisse de résonance, on fait un appel à innovation tous les 2 ans, un appel à des startups tous les 2 ans, et là, on vient d'analyser 2 appels. On a la moitié des solutions qui nous sont proposées qui sont des solutions d'efficience. Et on sait que dans une stratégie bas carbone, la première chose à faire, c'est de diminuer les besoins énergétiques. Et pour diminuer, la première chose à faire, c'est de l'efficience. C'est-à-dire, on parlait de maintenance tout à l'heure. Il y a un moment, les solutions numériques, elles permettent, avec la même source d'énergie, d'avoir plus de possibilités, ou alors à l'inverse, avoir autant de confort avec moins d'énergie consommée. Donc efficience au sens énergétique, hein. Précisez-le, ouais, c'est important. Par Ouais, exemple, ouais. efficience énergétique. Mhm. Et donc, c'est très important, cette partie-là, qu'elle soit imaginée, qu'on utilise le numérique et qu'on utilise le BIM pour une meilleure efficience. Et puis, on en a un peu parlé tout à l'heure, dans la conception, comment on fait pour intégrer l'élément carbone, l'élément préservation du vivant, préservation du développement durable d'une façon générale, dans les calculs. Et là, on sait que le BIM est un outil qui simplifie les choses, qui permet aux maîtres d'ouvrage de faire les vrais choix. Donc, on a un groupe de travail avec nos amis, c'est un groupe interrégional, Bretagne et Pays de la Loire, avec B2E, Bretagne Éco-Entreprise, voilà, qui est un groupe où on fait le lien entre environnement, climat, carbone et numérique et le BIM. Et en fait, c'est un groupe, en fait, c'est récent. En France, on n'a pas encore travaillé sur ce sujet et on espère qu'ils rendent des choses pratiques, utiles aux entreprises. Alors concrètement, on a bien compris l'enjeu. Est-ce que techniquement, vous pouvez nous expliquer, ou on peut poser peut-être la question à Rami Chetoui, comment le BIM peut accompagner cette efficience énergétique demain, limiter les impacts environnementaux d'un projet constructif, etc. Vous avez un premier niveau de réponse peut-être? En tout cas, déjà, c'est cette ligne-là, de Mhm. ne pas l'oublier. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans les calculs, jusqu'à maintenant, on n'intègre pas ça. Demain, on a quand même la Euro 2020 qui va arriver et qui, des objectifs énergétiques, rajoute des objectifs carbone. Donc, on renchérit les calculs et il y a un moment, c'est quand même mieux d'avoir le même outil qui fait tout, qui permet de conserver tous les calculs. Après, c'est vrai que dans le détail, ce sera intéressant que tu rajoutes 2-3 choses. Oui, de toute façon, en phase conception, aujourd'hui, je ne vais pas parler que de la partie heureuse de BIM, il y a des difficultés aussi. Incroyable. Et c'est véridique. Malheureusement, il y en a, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Aujourd'hui, si on veut vraiment exploiter la maquette et parler de BIM et du processus BIM bien structuré, il y a d'autres méthodes qu'on doit mettre en place. On peut entendre de l'IPD aux États-Unis, l'Integrated Project Delivery ou le PCI au Canada, les processus de conception intégrés, etc. De quoi ça consiste? C'est d'impliquer les experts dès les premières phases et dès les premières réflexions du projet. Aujourd'hui, malheureusement, avec les lois MOP, etc., en fait, on fiche le projet, on avance et on met les experts un peu en mode avancé. C'est trop tard. Du coup, l'avantage aujourd'hui, si on veut optimiser vraiment le côté énergétique, c'est de mettre en place les experts dès les premières réflexions, dès le premier trait de l'architecte. Tout le monde est autour de la table. On parle de charrette de conception. Donc, chacun ramène son expertise. Et là, où il y a la valeur ajoutée de BIM, c'est que l'ingénieur environnemental, en tout cas dans notre exemple, lui, il ne fait pas de dessin technique vraiment. Il est là pour accompagner et pour ramener son expertise et sa valeur ajoutée dès les premières briques du projet. Donc là, il a la maquette, que ce soit en phase esquisse ou même pré-esquisse. Il commence à faire des simulations, à optimiser le projet. Vaut mieux changer d'orientation, augmenter les baies, créer des écrans. Et c'est vraiment des petits éléments parfois architecturaux ou architectoniques qui ont une grande valeur ajoutée énergétique. Donc, il peut orienter aussi sur le choix des matériaux, sur les fiches FDES, les produits. Et là, on sent la vraie valeur ajoutée dès les premières phases du projet, où la capacité d'influencer et de changer est grande. Juste avant que vous donniez la parole à Emmanuel, Oui. Je pense qu'il y a le vrai enjeu de demain, puisque la question c'était comment ça va se passer demain. Vous demandez un peu à ce que je fasse Madame Irma là.
à mon avis, il y a deux enjeux de connexion qui sont vraiment importants. Il y a celui du full BIM, le BIM de la conception, réalisation, maintenance, et qu'il y ait une sorte de suite logique et qu'on ne reproduise pas les études alors qu'elles ont déjà été faites, qu'elles soient simplement complétées, spécialisées, améliorées. Ça, c'est la première connexion dont on a besoin, mais il y en a une deuxième dont on parle un petit peu moins, mais qui me semble tout aussi importante. C'est passer du building smart, construire avec intelligence, ce qu'on fait ici, le BIM, building smart, au smart building, le bâtiment intelligent, le bâtiment connecté, celui qui est efficient dont on parlait tout à l'heure, à la smart city. Parfaite transition. Dans notre région, la smart city, c'est Angers qui cherche à optimiser au maximum les consommations énergétiques au niveau de la ville. Et aujourd'hui, on ne sait pas connecter le bâtiment connecté avec la ville connectée, et encore moins le bâtiment qui a été conçu intelligemment. On va reparler de Smart City juste après. Merci Pierre-Yves Legrand. Je vais me reconnecter avec... on va se reconnecter avec Emmanuel. Emmanuel, tu nous entends toujours ? Oui, je vous entends très bien. Merci. Et Alors, vous Emmanuel, m'entendez ? oui, on t'entend très très bien, merci. Je vais te mettre en plein écran parce qu'il n'y a aucune raison que je partage l'affiche avec toi, que tu partages l'affiche avec moi, hein, pardon. Excuse-moi. Bon, je ne sais plus. Hop. Bon, bref. Pendant que je règle ça, avant de partir un peu trop loin, est-ce que par rapport à ce qu'on s'est dit en premier niveau de table ronde, il me semble important de te faire réagir sur une question qui a été abordée et qui interpelle systématiquement les éditeurs, hein, c'est l'interopérabilité. Des données, mais aussi, on l'a vu, des acteurs, hein, culturellement parlant. Il y a encore beaucoup de pas à franchir. Vraiment très rapidement, s'il te plaît, je souhaiterais vraiment que tu l'abordes avant qu'on aille un petit peu plus loin, parce que tu as aussi pas mal de choses et de témoignages à partager sur les innovations liées au BIM. Effectivement, donc l'interopérabilité, comme on le sait, c'est la clé du succès dans un projet BIM ou dans n'importe quel type de projet BIM, hein, que ce soit du BIM bâtiment ou du BIM infra. C'est d'autant plus important qu'on voit cette convergence entre BIM et SIG, donc système d'information géographique, et on est actuellement en pleine, en pleine évolution de ce point de vue-là. Donc il y a déjà cette notion d'interopérabilité entre les outils métiers du bâtiment et ensuite la manière dont ils peuvent communiquer avec les autres outils de l'infrastructure. Mais on verra là dans la discussion qu'on va avoir que l'enjeu, c'est aussi l'interopérabilité entre tout ce qui touche aux capteurs et aux senseurs des bâtiments intelligents et les données du BIM qui, selon moi, sont quand même des données assez statiques. Ensuite, tu l'as noté aussi, il y a cette notion de culture. On voit bien qu'en général, quand ça ne se passe pas forcément bien, il peut y avoir des problèmes d'interopérabilité, comme dans tous les domaines. On l'a vu là avec la connexion Zoom, hein, c'est une forme de problème d'interopérabilité aussi. Pas entre nous, hein, on est bien d'accord. Oui, non, pas du tout, pas entre nous. Mais c'est effectivement une question de culture et de formation des gens. Une question de mentalité aussi, d'évolution des mentalités du secteur du BTP. Hein. On sait que Pierre-Yves Legrand a parlé de toute la filière, etc. On sait aussi que naturellement, toute la filière BTP, hein, les architectes, les ingénieurs, les entreprises, quelles qu'elles soient, ont naturellement des difficultés à communiquer entre elles. Donc ça, c'est le premier niveau de communication. Et si on rajoute à ça les problématiques techniques, etc., les problématiques de formation, effectivement, ça complexifie les choses. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. Et c'est pour ça notamment que le Rex BIM Tour, entre autres, existe pour démontrer qu'on peut arriver à faire de beaux projets, à travailler tous ensemble. D'accord. On va maintenant, vraiment, en rebondissant sur ce que nous ont dit Rémi Chetouille et Pierre-Yves Legrand, quel regard, parce que en tant que représentant d'Autodesk auprès de très nombreuses entités, autant aussi que contact de nombreux clients qui utilisent la solution, etc., tu dois en voir des innovations. Notamment, on a parlé de l'impact environnemental, comment on appelle ça, le Green IT ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui en s'appuyant bien sûr sur le BIM? En quoi le BIM peut, en complément de ce que nous disaient nos deux invités présents, aider à développer et à monter en compétence sur cet aspect-là? Et ensuite, on parlera de nouveaux usages et de nouveaux services.
Alors, je dirais que le BIM, c'est assez formidable, hein, parce que c'est bon. Alors déjà, c'est un processus, hein, c'est pas un outil, c'est pas un logiciel, c'est pas un format d'échange IFC ou quel qu'il soit, ou GBXML ou quel qu'il soit. C'est un processus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le BIM, c'est que quasiment au quotidien, on voit comment dire, des innovations se développer, d'ailleurs souvent par le biais de petits acteurs, de petits développeurs ou de petites startups qui ont des idées hyper innovantes. Ce matin, par exemple, j'étais avec une startup qui développe toulousaine, qui a développé un module qui permet d'anticiper comment dire, le potentiel de génération d'énergie solaire sur la base d'un modèle BIM. Là, lors des derniers BIM d'or récents, il y a eu un projet qui a été... Vous m'entendez bien? Oui, très très bien. Ouais. Lors des derniers BIM d'or, il y a eu un petit projet de moins de 1000 m² qui a été primé, dans lequel il y avait plein d'innovations pour concevoir des bâtiments Enerfit, l'utilisation justement de systèmes assez innovants pour détecter les ponts thermiques, ce qu'on n'est pas capable de faire au niveau dynamique. Donc le BIM, c'est quelque part le socle et la matière et le processus qui permet d'imaginer énormément de choses. Et je dirais on a vu là avec les mesures gouvernementales, je crois que c'est 7 milliards pour la rénovation énergétique. On se rend compte que si on veut y arriver à faire toutes ces rénovations qui sont voulues par le gouvernement, par les écologistes, etc., on ne pourra pas y arriver sans le numérique, premièrement, sans des moyens à disposition. Et les moyens, ce sont aussi bien des moyens financiers que des moyens technologiques. Et imaginez faire des rénovations en masse, massifier la rénovation énergétique, sans servir du BIM, sans se servir des drones, sans servir des nouveaux matériaux, nouvelle génération, des tuiles Tesla, etc. Et il y a des tuiles équivalentes en France d'ailleurs. On n'y arrivera pas. Donc le BIM, c'est l'un des vecteurs qui est incontournable. Et ça, il faut que toute la filière, ainsi que les maîtres d'ouvrage, le prennent en ligne de compte. En préparant cette journée, tu m'as dit immédiatement, le BIM, c'est la première brique de plein de choses qui peuvent se passer derrière, finalement. C'est l'arbre un peu qui cache la forêt. Tu me disais, on peut imaginer aujourd'hui la convergence entre le BIM, le jumeau numérique, et l'Internet des objets, par exemple. Est-ce que tu peux définir, parce que moi, la différence entre une maquette numérique et un jumeau numérique, pour moi, c'est la même chose. Voilà, j'aimerais bien que tu m'éclaires là-dessus très rapidement, et ensuite me dire, voilà, concrètement, quel type d'usage, de nouveaux services demain, de fonctionnalités, hein, on parlait de bâtiments intelligents, on peut envisager. D'accord. Alors bon, déjà moi, maquette numérique, je dois avouer que je n'apprécie pas particulièrement ce terme parce que pour moi, il fait référence à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire une maquette numérique, ça pouvait être un modèle 3D qu'on faisait sur AutoCAD ou sur Rhino, 3ds Max, etc. Quelque chose qui ne contient pas d'informations. Donc un modèle BIM, c'est un modèle d'une discipline en particulier, de l'architecte, de l'ingénieur, quel qu'il soit, d'ailleurs structure ou environnementale, etc. Et le jumeau numérique, c'est c'est la déclinaison naturelle et l'évolution naturelle du BIM. Parce que quand on parle de maître d'ouvrage qui demande des DO numériques, etc., c'est très bien, c'est très gentil. Ça contient des informations qui sont hyper intéressantes, par exemple pour faire du facility management. Mais je pense que l'avenir se situe au niveau des jumeaux numériques. Un jumeau numérique, c'est un organisme vivant qui représente en gros le bâtiment construit ou l'infrastructure construite d'ailleurs, et ça ouvre des voies extraordinaires. Parce qu'en fait, le jumeau numérique, à l'instar de ce qui s'est fait dans le domaine de l'industrie manufacturière depuis des années, puisque les jumeaux numériques, ça vient de là, hein, tout comme le BIM, hein, cette philosophie, elle vient de là, c'est en gros le modèle digital du bâtiment qui est construit, avec en plus des capteurs virtuels qui se trouvent dans la maquette et qui sont connectés avec les capteurs réels qui se trouvent dans le bâtiment et qui viennent en temps réel, en permanence, informer ce jumeau numérique sur, par exemple, la présence des personnes dans un bâtiment, le contrôle de la température, de la pression d'une chaudière, la qualité de l'air en temps réel, et Dieu sait si c'est important en cette période, l'évaluation des distances entre les personnes, le taux d'humidité, la fermeture automatique, par exemple, de portes ou de fenêtres, etc. En gros, c'est un bâtiment intelligent, dynamique, un organisme quasiment vivant qui va agir en mode prédictif.
On voit même des innovations qui se développent, par exemple aux États-Unis. Nous, on a un lieu qui s'appelle le Build Space où on accueille des startups. On a une startup française originaire de Strasbourg qui a développé quelque chose d'assez extraordinaire. En gros, c'est une porte connectée et cette porte, c'est une sorte de rack dans laquelle on est capable de mettre des unités de station de travail, des capteurs de tout type, température, passage de personnes, etc. Et ces capteurs participent de la vie du jumeau numérique puisqu'ils sont capables en temps réel de détecter tout ce qui se passe dans le bâtiment. Pour conclure sur ce chapitre du jumeau numérique, le jumeau numérique, c'est vraiment l'enjeu de demain. Les Britanniques l'ont très bien compris. On sait qu'ils sont en avance, n'en déplaise à nous, Français, qui sommes très en avance malgré tout sur un certain nombre de sujets. Ils ont compris puisque eux, ils ont mis en place un programme qui s'appelle le National Digital Twin. En gros, ça consiste à réfléchir à ce que devrait être un jumeau numérique national. En gros, pour faire simple, le jumeau numérique national, c'est la combinaison et la mise en relation de tous les jumeaux numériques, surtout d'infrastructures, mais aussi de bâtiments qui se trouvent au sein du Royaume-Uni. Et pourquoi c'est important? Parce que ça leur permettra, en temps réel, d'obtenir toutes ces données, mais qui, elles, sont dynamiques. Ce ne sont pas les données dont on parle pendant la conception, la construction et pour l'exploitation et la maintenance. Ce sont les données en temps réel, par exemple, du trafic sur les routes, d'un pont qui bougerait, qui aurait un défaut, du taux d'utilisation d'un hôpital, etc. De manière à ce que toute cette donnée qui est intéressante, elle soit générée en temps réel et exploitée, analysée de manière à ce que ça serve pour madame et monsieur tout le monde. Parce que dans les faits, hein, en conclusion, c'est eux, ils ont aussi édité un rapport qui s'appelle Data for the Public Good. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces données? Ce n'est pas que pour les maîtres d'ouvrage, c'est aussi pour le bien-être des personnes qui vivent dans la population. C'est un peu la raison d'être de l'innovation, voire du design. Hein. À l'origine, c'est le mieux vivre, hein, quelque part. Exactement. Et il faut absolument qu'on prenne ça en compte. Et il faut absolument que là, on passe la deuxième, voire la troisième vitesse pour qu'on aille au-delà de ce que nous, on est habitué à connaître, la troisième, la quatrième, la cinquième dimension. Il y a bien plus que ça avec toutes ces données dynamiques et l'intérêt d'une démarche globale et nationale. Et d'ailleurs, leur démarche National Digital Twin, ça consiste aussi à imaginer comment est-ce qu'on va faire communiquer tous ces jumeaux numériques pour le bien de tous. C'est-à-dire l'ensemble du territoire? Oui, l'ensemble du territoire britannique. Et c'est aussi, faut pas oublier une chose, c'est que les Britanniques, faut pas oublier une chose, c'est que eux, c'est un vecteur de compétitivité pour le pays. C'est-à-dire que le rapport du gouvernement britannique, c'est Construction 2025, c'est quoi? C'est devenir leader au niveau international, et c'est là où il faut effectivement être extrêmement prudent de notre côté, dans tout ce qui touche au numérique pour le bâtiment. D'accord, merci Emmanuel. Je reviens vers toi juste après ce dernier tour de table. Hein. Je suis désolé, le temps passe très très vite, mais j'aimerais avoir les réactions de Pierre-Yves Legrand et... hop, il ne faut pas que je me trompe. Ah si, ça va aller. J'aimerais avoir les réactions de Pierre-Yves Legrand et de Rami Chetouy sur ce que tu viens d'aborder. Pierre-Yves, ce qu'évoque Emmanuel, c'est concrètement là, des pistes très concrètes de Smart City, jusqu'à la Smart Door, hein, etc. En quoi demain ça peut exister ici sur le territoire, ça, pour un réseau comme NovaBuild? Moi, je suis toujours un prudent d'essayer de parler aux entreprises de choses qui sont assez en proximité avec leur marché. Et je suis plus proche dans le discours de ce qu'Emmanuel a dit au début, notamment sur la massification de la rénovation, sur ce marché immense qui arrive, et sur le fait qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ne sont pas en mesure d'y répondre dans le volume qui va être nécessaire dans les 10 années qui viennent. On doit diviser par 2 les gaz à effet de serre en 10 ans. On doit rénover, on doit multiplier par 3 ou 4 le nombre de rénovations par an. C'est un truc de fou. Et donc, si le numérique, j'allais dire si le numérique n'est pas prêt, le numérique est prêt. Si les entreprises ne se saisissent pas des outils de productivité, d'efficience, de qualité, de sécurité, le hors-site, la préfabrication et tout ce qui est en fait rendu possible par l'évolution du numérique dans la production, on n'y arrivera pas, tout simplement.
il commence à y avoir une certaine inquiétude, notamment du côté des pouvoirs publics, qui ont lancé, avec les sommes qui ont été dites par Emmanuel Di Giacomo à l'instant, qui sont énormes, et qui se disent, mais peut-être qu'on a mis ça sur la table, mais qu'en fait, ça ne va pas pouvoir être lancé, et qui commencent à se dire, il faut rebooster le numérique dans la rénovation, spécifiquement. Parce que là, il y a franchement quelque chose à faire. Je pense qu'on aura des témoignages tout à l'heure sur l'utilisation du numérique dans la rénovation, notamment l'optimisation des plans, la capacité à faire des plans d'exécution. Et donc ça parle directement, concrètement aux entreprises. Après, le jumeau numérique, moi, je suis un peu loin de ça. J'adore écouter Emmanuel parce qu'il a de toute façon 5 ans d'avance sur nous. Donc, il faut qu'on se prépare à tout ce qu'il dit, et qu'on fasse aussi ce qu'on doit faire tout de suite. D'accord. Je faisais signe tout à l'heure parce que vous parliez de la numérisation de votre patrimoine de 115 lycées. Là, ce que vient de nous évoquer Emmanuel, c'est l'ensemble finalement de l'écosystème anglais. Finalement, ça peut paraître un peu fou, mais finalement, peut-être qu'on y viendra et préparons-nous. Rami Chetoui, oui. Ces enjeux qui dépassent finalement ce qu'on attend du BIM traditionnellement aujourd'hui, entre guillemets, quand je dis traditionnellement, ce n'est pas du tout péjoratif. Des nouveaux services, connecter ça à le fichier des habitants à leurs usages. Comment ça vous inspire ça, vous, oui. Demain? Est-ce que vous êtes déjà en train, chez Cube, d'imaginer, de réfléchir, de travailler sur des pistes d'innovation similaires? Oui. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est que les fourmis de bureaux d'études et d'agences d'architecture, c'est qu'ils font un travail énorme, mais qui restent vraiment isolés. Du coup, je pense qu'il faut voir les choses dans la globalité. Il faut voir la ville en tant que puzzle, et chaque bureau d'études, chaque architecte ou chaque intervenant du monde de construction, il remplit les cases de puzzle. Du coup, il faut préparer cette trame, et après, chacun alimente ses bases de données. Je rejoins Emmanuel, pareil, sur le fait que cette transition énergétique qu'on peut faire, en fait, on peut la faire sans le digital ou le numérique. Par contre, là, on a un outil extraordinaire pour pousser les choses. C'est un catalyseur, donc exploitons-le. Après, là où j'estime aujourd'hui qu'on est en phase transitoire par rapport à tout ce qui est technologique, on n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, quand je vois, je fais pas moi directement des simulations, c'est mes collègues au bureau qui le font. Par exemple, je prends l'exemple de l'énergétique. Aujourd'hui, les bases de données, ça reste quand même très, très débutatif, très primitif. On parle d'FDES, par exemple, il n'y a que les grands groupes qui ont les fiches produits, etc. Aujourd'hui, grâce à ces capteurs et les solutions technologiques qui existent, on peut avoir des données ou des big data qui sont fiables et qui peuvent nous servir aussi pour affiner nos simulations et d'aller en avant parce qu'on a la donnée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des simulations, on se base sur des bases de données, parfois fournisseurs, mais on n'a pas toujours les bonnes données. Donc demain, avec le retour d'expérience, avec les big data issus d'un fait réel d'un bâtiment, on peut quand même aller de l'avant et avoir des informations beaucoup plus fiables. D'accord. Je ne pourrais pas finir ce plateau sans évoquer 2 exemples concrets qui m'ont été partagés par Jonathan Renou, qui n'a pas pu rester avec nous malheureusement pour vraiment une contrainte personnelle forte. Par exemple, Angéloire Habitat, on est sur le territoire, bailleur social. Donc, grâce au BIM, a pu aboutir à la livraison d'un des tout premiers bâtiments certifiés E+, E- en France, d'accord, en s'appuyant notamment sur le potentiel de la technologie BIM et du processus BIM. Et aussi s'en est servi comme un outil de co-conception avant la phase quelque part modélisation, de co-conception de cet ouvrage avec les futurs habitants. Donc, ils se sont appuyés sur le BIM pour faire de la co-conception très tôt dans le projet, ce qu'on appelle en Angleterre l'urban BIM. L'urban BIM. Et autre exemple, il disait que... C'est intéressant. Oui. Angéloire Habitat, ce n'est pas par hasard, c'est les mêmes qui, avec nous, avec Novabuild et Smart Building Alliance, ont testé le Ready to Service appliqué au logement dans leur propre logement. Donc, ils ont bien un raisonnement complètement numérique de la conception jusqu'à la maintenance. On peut dire que c'est intégré dans leur stratégie, tout simplement. Voilà, c'est une des conditions aussi pour avancer, je pense. Deuxième exemple, et ensuite je redonnerai la parole à Emmanuel Di Giacomo parce qu'on a pris du retard. Il est possible aujourd'hui, par exemple, autre usage, moi ça m'a inspiré, de connecter la maquette numérique au service de secours, par exemple. Demain, les pompiers qui sont appelés sur un site
pourront entrer dans le bâtiment avant même d'y arriver pour identifier la meilleure manière d'y accéder, optimiser leurs interventions et anticiper quelque part l'arrivée sur le terrain. On sait que les délais dans ces cas-là sont fondamentaux. Ça existe dans certains pays, ça s'appelle le BAS. BAS, alors il était là pour nous expliquer, je vous invite, du coup ça vous fait une petite commande pour vous, allez essayer de googliser ça quelque part, BAS, le BAS, le BIM as the service, hein, c'est peut-être ça d'ailleurs l'idée, ouais, je viens de percuter, ça c'est connecté. Emmanuel, pour conclure, j'ai une question à te poser, parce que quand on parle d'innovation, quand même, on peut avoir toujours cette appréhension, ce frein de se dire l'innovation, c'est réservé aux grosses entreprises qui ont des moyens, qui, quelque part, ont des équipes de recherche et développement, qui ont les moyens de s'acheter des outils performants, d'aller passer du temps en formation ou dans des conférences, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que je ne voudrais pas que les gens à qui on s'adresse aujourd'hui se disent « Bon, ce qu'on est en train d'évoquer, ça ne me concerne pas du tout, ce n'est pas pour moi ». Alors c'est vrai qu'on peut trouver les deux exemples extrêmes. On va aussi bien trouver des sociétés comme Colas qui développent Flowell, là, ce système d'illumination intelligent de la chaussée, etc., avec de l'intelligence artificielle, du generative design, ou alors Regis avec des plateformes comme CycleUp qui permettent d'aller chercher des matériaux recyclés, etc., pour faire de l'économie circulaire. Mais on va en même temps trouver des petites startups qui sont agiles, super créatives, comme cette start-up là dont je parlais au début, strasbourgeoise, qui est partie aux États-Unis, ou Numfemterm dont je parlais là pour tout ce qui est détection de ponts thermiques, ou alors d'autres start-up, notamment dans la région de Clermont-Ferrand, qui développent des choses assez innovantes justement de manière générale. Donc c'est pas une question de taille. Je dirais que l'innovation, c'est pas réservé qu'aux grosses entreprises qui ont les moyens. C'est vrai que c'est plus facile pour elles, mais parfois elles n'ont pas l'agilité ou la créativité d'esprit que vont trouver ces petits acteurs. Et ces petits acteurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent ils s'associent avec des industriels, avec des maîtres d'ouvrage pour justement tester leurs innovations. Donc ils s'appuient, ils font marcher tout un réseau. Et je pense qu'il faut, je pense que c'est l'une des forces aussi de l'écosystème français, il faut répéter, marteler que l'innovation, c'est ouvert à tout le monde. C'est un peu comme le BIM finalement. Le BIM, c'est pas que pour les gros, hein. On le voit dans tous les REX là, qui sont présentés. C'est aussi une toute petite société, 2 personnes qui va vous faire un bâtiment passif ou à énergie positive avec 2 personnes. Une architecte qui va faire le scan du bâtiment, qui va faire toutes les études de performance énergétique, qui va travailler avec un BET extérieur, etc. C'est possible pour tout le monde. Et je dirais même que les petites sociétés, les petites structures, parfois, elles ont beaucoup plus de facilité à développer ces innovations-là. Merci beaucoup Emmanuel. Tu as fait l'effort, c'est la cathédrale de Nantes derrière toi pour être Exactement. vraiment avec nous. Merci beaucoup. Alors, on peut t'applaudir pour qu'ils nous entendent. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves Legrand. Merci Rami Chetoui.